Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire publiera incessamment la liste officielle des partis et organisations politiques retenus, parmi les quelques 320 ayant manifesté leur intérêt pour les prochaines compétitions électorales. Malgré l'engouement de certains pour une tenue rapide des scrutins, d'autres voient appel à la prudence en raison du climat politique et sécuritaire encore incertain. Le leader du parti Unir, Clarence Renoir, invite les acteurs politiques à créer des blocs idéologiques pour réduire le nombre de candidatures. Par ailleurs, la situation au Moyen-Orient pourrait avoir des répercussions sur la crise haïtienne. Il est avec nous pour une analyse de la situation. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir à Metro News. Bonsoir Madame Osberlin, c'est un plaisir d'être avec vous à Metro News. La machine électorale a été mise en branle en Haïti et l'un des jalons de ce processus, c'est l'enregistrement des partis politiques, notamment auprès du Conseil électoral provisoire. Monsieur Clarence Renoir, lorsque vous regardez aujourd'hui la prolifération des partis politiques à quelques jours des élections, on va dire, quelques temps des élections, peut-on parler de démocratie, de liberté ou du moins de démagogie ? Ça a un peu de tout, si vous voulez. Mais c'est une question qui est embarrassante quelque part, vu que je parle au nom des partis politiques, donc je fais partie des 320 ou plus partis politiques inscrits au Conseil électoral. C'est démagogique dans le sens que certains partis politiques n'ont pas de poids réel sur le terrain. Mais ils vont se mesurer quand même dans les élections. Ça, c'est une première chose. C'est la démocratie aussi qui permet ça. Parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas de parti politique à s'inscrire dans un conseil électoral, il n'y avait pas de conseil électoral. Le gouvernement de la dictature organisait ses propres élections, les gagnait avec un seul parti politique. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une vitalité démocratique un peu trop agressive quelque part, cette vie démocratique qu'on connaît. Mais je crois qu'il faut garder espoir et travailler aussi pour que les partis puissent se retrouver dans des regroupements afin d'aboutir à quoi? Peut-être que 5 ou 6 grands partis politiques en Haïti, et pour ne pas effectivement tomber dans la démagogie des 300 et plus partis politiques. Certains observateurs estiment que cette prolifération est motivée principalement par des intérêts économiques. Est-ce également votre avis ? Oui, il y a beaucoup d'intérêt dans cette question. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines personnes qui créent un parti politique, c'est pour exercer une forme de pression politique sur les gouvernements en place. C'est pour impressionner aussi, pour dire je suis dirigeant de parti politique, donc je suis un chef de parti. Mais attention, dans le contexte actuel, ce qu'il faut comprendre, il y a des partis politiques qui sont formés et des candidats qui se sont inscrits. C'est pour trouver une forme d'immunité aussi, pour se mettre à couvert, par exemple, pour la justice. Donc, le jour où vous les persécutez, où la justice veut les poursuivre, ils diront, écoutez, je suis un candidat, je suis un chef de parti, c'est de la persécution politique. Donc, il faut voir aussi beaucoup de malice dans cette affaire de création de partis politiques. Je ne mouille personne en disant ça, mais je crois qu'on doit retrouver, grâce à certaines lois, il y a des idées déjà qui sont émises dans le décret électoral qui va gouverner, je dirais, les prochaines élections et qui donne le chemin à suivre, la marche à suivre pour réduire le nombre de partis politiques. Et espérons qu'on arrivera effectivement à réduire le nombre avec les décisions qu'ils ont annoncées dans le décret électoral. Par rapport à ce que vous dites, pensez-vous que l'ancien député Arnel Bélizaire, qui a été d'ailleurs arrêté récemment, est-ce qu'il pourrait brandir également cet argument, puisqu'il a été arrêté ? Écoutez, les partis politiques, la tradition en Haïti, c'est un peu ça aussi. Je ne parlerai de personne en particulier, mais un homme politique qui est aussi impliqué dans des activités louches, disons, des trafics et autres, eh bien, il est déjà quelqu'un à qui qu'on ne peut pas toucher. C'est une précaution aussi prise par ces personnes. Il y a des élus aussi de la République, des personnes qui sont élues dans des élections, qui ne cherchent pas à être élus pour servir la République, pour légiférer ou pour diriger, mais pour se protéger eux-mêmes. Donc, l'affaire des partis politiques en Haïti, il faut bien étudier la sociologie politique d'Haïti pour comprendre ce que c'est la création des partis politiques. Et puis, je voudrais ajouter pour votre éclairage, connaissance, vous le savez déjà autant que moi,
Les Haïtiens sont très personnels, parfois égoïstes. Nous ne voulons pas travailler en équipe. Il y a 250 radios à Port-au-Prince, stations de radio. Il y en aurait peut-être 5 ou 10, ça suffirait. Mais chacun veut avoir sa propre station de radio, de télévision, d'église, d'école, d'université. Vous voyez, il y a une, une atomisation des institutions dans le pays parce que c'est le caractère de l'haïtien aussi, quelque part. Parlons justement des partis politiques. Comment aujourd'hui mieux les encadrer? Est-ce qu'il y a une possibilité avant qu'on arrive vers les élections pour qu'on réduise ce nombre de partis à un nombre plutôt raisonnable, on va dire? Oui, je crois que le décret électoral est porteur de solutions. Oui. Euh, et le CEP a encouragé les partis politiques à se regrouper et comme ça, ils ont des avantages qu'ils vont tirer de leur regroupement. Donc, il faut espérer effectivement que ça va se faire. Et je vais vous parler de mon cas personnel, enfin, de mon cas parce que je coordonne le Parti Unir. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partis politiques pour voir comment on peut se mettre ensemble, évidemment des partis qui se ressemblent sur le plan idéologique, sur les personnalités qui représentent ces partis, pour voir comment on peut se mettre ensemble pour ne pas avoir à se présenter chacun à une élection où on aurait très peu de chances. Laissez-moi vous rappeler aussi, c'est pour l'histoire peut-être, en 2015, UNIR avait tenté cette initiative déjà de regrouper les partis politiques pour réduire le nombre de candidats, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Espérons que les leçons ont été apprises de ce qui nous est arrivé au cours de ces 10 dernières années pour travailler en sorte qu'il y ait moins de candidats à la présidence pour ne pas troubler l'électorat haïtien aussi dans les choix que l'électorat aura à faire. Et aujourd'hui, la tendance, vous croyez que les partis vont s'aligner sur cette proposition? Mais j'espère bien. Et comme je vous dis, nous, à UNIR, nous sommes en train de travailler avec d'autres groupes politiques, d'autres partis politiques pour organiser un regroupement, une sorte de plateforme. Et donc, j'espère aussi que dans les autres partis politiques, ils réfléchissent de la sorte pour réduire le nombre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 300 partis politiques, donc 300 candidats. Et je peux vous assurer aussi que sur les 300 partis, 20 peut-être feront une vraie campagne électorale. Idéalement, combien devrait-on avoir aujourd'hui? Oh, écoutez, on peut avoir, écoutez, en France, il y a beaucoup de partis, une centaine de partis politiques, mais au final, il n'y a que 4 partis, 5 partis politiques à présenter des candidats à la présidence. Il n'y a jamais plus que 6 candidats à la présidence en France, par exemple. Mais il y a beaucoup de partis en France. Je peux vous dire, au Canada, il y a beaucoup de partis aussi. Certaines personnes pensent que nous pouvons faire comme les États-Unis, avoir 2 grands partis politiques. Moi, je ne suis pas de cet avis. D'ailleurs, il y a plus de partis politiques aux États-Unis que les partis démocrates et républicains. Il y a d'autres partis, ils sont très petits, ils sont insignifiants parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais puis, c'est une forme aussi de dictature aux États-Unis. Il y a une dictature de 2 partis politiques qui gardent toujours le pouvoir, soit le Parti républicain ou le Parti démocrate. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres tendances? D'ailleurs, je me souviens, il y a peut-être 20 ans à peu près, il y a un candidat indépendant qui était arrivé pratiquement au deuxième tour des élections. C'était Ross Perot. Il était très bien placé, mais finalement, il a été évincé parce que la tradition américaine veut qu'il y ait 2 partis politiques seulement à se partager le pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour la stabilité des États-Unis, oui, mais pour la vitalité de la démocratie, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors qu'en Haïti, au cœur de notre actualité, c'est l'organisation des élections, mais au cœur de l'actualité mondiale, aujourd'hui, c'est la guerre au Moyen-Orient. Quelle est donc votre position par rapport à cette guerre, M. Clarence-Sono, avant même qu'on parle d'autres points par rapport à cela? Je voudrais vous demander de revenir aussi sur les élections parce que j'aurais un petit point à faire là-dessus. Maintenant, sur la guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui préoccupe le monde, je dirais. En effet. Cette guerre préoccupe autant les pays qui sont engagés là-dedans, en conflit, que le reste du monde, parce que le reste du monde va payer euh, la facture de cette guerre. Que ce soit les États-Unis qui sont engagés, Israël et l'Iran, on voit les destructions. Donc, il y aura une facture très lourde pour les populations civiles et pour tout le monde, finalement. Et je peux vous dire que pour notre pays, Haïti, qui est loin de ce théâtre de guerre, nous en ressentons déjà les conséquences de cette guerre. Une guerre n'est jamais une chose à encourager. C'est pour ça que la diplomatie est là, justement, pour éviter les conflits, pour éviter les guerres. Mais bon, il y a une logique guerrière dans le monde parfois qui
fait que les Nations Unies, qui auraient pu résoudre certains problèmes, ne sont plus sollicitées pour le faire. Et je crois que ce qu'il y a pour éviter, je dirais, l'inflation, la crise économique qu'on va connaître, parce que quand on parle de pétrole, de produits pétroliers, c'est un produit transversal qui va avoir des conséquences sur toutes les autres activités économiques, etc. Donc, il faut souhaiter que rapidement, ils puissent trouver un accord entre les belligérants en guerre pour faire baisser cette pression qu'il y a aujourd'hui sur les populations mondiales par rapport à ce qui se passe dans le Golfe. Et selon vous, les autorités haïtiennes devraient se prononcer par rapport à cela? Prendre position ou non? Non, je ne crois pas qu'Haïti puisse prendre position vraiment, sinon que de voir à l'intérieur de ce gouvernement, un gouvernement de transition d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup euh, d'habilité pour agir dans ce sens, n'étant pas légitime, pour faire en sorte que la facture ne soit pas trop lourde pour le consommateur haïtien. Parce qu'il y aura un problème de production de produits alimentaires, d'engrais, déjà dans le monde. Il y a un problème de coût du pétrole qui va augmenter, probablement qui va être répercuté aussi sur Haïti. Il faudrait demander au gouvernement de se serrer la ceinture pour ne pas augmenter les prix sur le consommateur haïtien. Voilà, donc le tour a été fait, mais vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux élections. Nous allons y revenir justement Ah, pour d'accord. votre ajout. Oui, non, sur les élections, je crois que c'est très important, Madame Rose-Barthélemy. Nous sommes en train de vivre aussi un moment crucial dans la vie politique d'Haïti. Je crois que cette élection, je dirais, est la dernière chance, la dernière opportunité de laisser de côté, définitivement, d'enterrer cette affaire de transition dans le pays pour entrer dans la légalité constitutionnelle et démocratique. Ben, il y a un effort à faire de la part de ce gouvernement qui est en place pour ne pas s'ingérer dans les affaires du Conseil électoral. Il y a un effort à faire par le Conseil électoral aussi pour donner, organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et aussi, je dirais, des élections qui donnent la garantie d'un climat de sécurité pour permettre aux candidats et aussi aux électeurs de pouvoir sortir pour aller voter. Parce qu'il s'agira de choisir des dirigeants légitimes. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas accepter les ingérences d'un gouvernement de transition dans cette affaire. Il faut responsabiliser, je dirais, le Conseil électoral, lui donner les moyens économiques, financiers pour faire les élections et aussi garantir la sécurité pour tout le monde. Et parlant de la sécurité, espérons qu'avec l'arrivée prochaine de la force de répression des gangs, notamment le 1er avril, que justement cette étape soit franchie afin qu'on puisse aller effectivement vers les élections dans le pays cette année. Et oui, c'est une étape vitale pour le pays. Ce n'est pas uniquement pour les élections, mais pour la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, la vie académique, éducative. On a besoin du rétablissement de la sécurité et c'est indispensable, j'allais dire. Maintenant, on ne va pas uniquement pour Haïti compter sur une force internationale qui va venir pour un temps. Il faut que Haïti aussi se prépare à prendre ses responsabilités pour financer, équiper et augmenter aussi en effectif les forces de sécurité, la police et les forces armées. Monsieur Clarence Renoir, merci infiniment d'avoir été avec nous à Métronion ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Osbartini. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Clarence Renoir. Il est le leader du parti UNIR. Il était l'invité de Métronion ce soir.